Est-ce qu'Orange est une opportunité d'investissement au cours actuel? C'est ce qu'on va analyser dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de bourse du numéro 1 des télécoms français, ancien France Télécom. On est sur un niveau de cours, ça m'avait échappé, hein, mais en fait on est sorti de la zone de léthargie dans laquelle on traîne depuis quand même pas mal d'années, hein, depuis 10 ans. Hop, on est sorti par le haut. Donc on revient à des niveaux qui n'ont pas été vus depuis, quand même, hein, 2001. Ah ouais, donc là, Orange, il se passe quelque chose en ce moment, hein. Donc, alors j'ai pas suivi l'actualité du groupe, hein, donc vous avez probablement des explications. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé d'un point de vue quantitatif. Au niveau de la croissance, bon, les télécoms, il y a pas de croissance, ça on le sait. Taux de croissance médian sur 10 ans, 1 au mieux, voilà. Dernièrement, on fait 0,3. C'est normal, hein. Donc le marché français est saturé, il y a trop d'acteurs, et la concurrence est rude sur les prix. Ils peuvent aussi avoir un peu de croissance à l'international, mais c'est tout, hein. Donc le principal marché, il ne se passe plus rien, les parts de marché sont ultra stables. En termes d'acquisition, Orange a fait 26 milliards sur 10 ans. C'est quand même bien 2 tiers de la market cap, donc croissance, voilà, ça permet de soutenir la croissance globale, qui est liée à la croissance externe. Donc pourquoi pas? Dans ce secteur, de toute façon, hein, c'est des secteurs qui génèrent beaucoup de cash flow, donc après ils ont de la ressource pour faire des acquisitions. Il n'y a pas de croissance organique, bien entendu. Donc on ne peut pas monter les prix et que la population n'est pas en forte croissance dans les pays dans lesquels on opère. Bien, donc plutôt stabilité, pas de croissance, mais stabilité des parts de marché. Orange reste le numéro 1. Petit détail aussi, hein, il y a l'État au capital, donc ça c'est à prendre en considération, hein. L'État est gourmand en dividendes, bien sûr, hein. Allez, au niveau des taux de marge. Bon, ça baisse un peu, hein, depuis un semestre là. On était sur un niveau relativement confortable et on a chuté à un niveau qui n'a pas été vu depuis 2016. Qu'est-ce qui se passe sur les prix là? En fait, la chute des taux de marge, c'est uniquement la chute du taux de marge brut. Donc là, il y a eu potentiellement une hausse des coûts ou une baisse des prix. Et donc ça a impacté toutes les marges. Bon, donc là, il faut expliquer pourquoi ça s'est produit. Au niveau du taux de marge d'EBITDA, bon, ça reste élevé, hein, 27-28%, mais ça plonge aussi, enfin ça suit la trajectoire du taux de marge brut. Donc ça veut dire qu'on maintient quand même l'efficience opérationnelle, mais qu'on n'arrive pas à compenser avec plus d'efficience opérationnelle. Le taux de marge net, c'est pareil, ça tombe et c'est à peu près 6 milliards, c'est 6 milliards, ça suit le taux de marge brut en fait. On est maintenant assez loin quand même du taux de marge net, hein. Bon, après, ce qu'il faut regarder, du taux médian de marge nette, pardon. Ce qu'il faut regarder, c'est le taux de marge de free cash flow sur ces entreprises, hein. Sur les télécoms, évidemment, on est sur de machines à cash, puisque, en fait, il n'y a pas de croissance organique. Donc, il y a pas de enfin, il y a des capex, toujours important, mais c'est pour maintenir l'appareil productif. C'est pas pour le faire croître. Donc, 7,8% de taux de marge de free cash flow, en définitive, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est un bon niveau, confortable. Donc au niveau des marges, rien de... Voilà, il faut peut-être expliquer ce qui passe ici, mais ça n'impacte pas les free cash flow. Donc au final, c'est pas très très grave. Conversion de bénéfices nets en free cash flow, justement. Donc on voit, hein, ici, en cumulé sur 10 ans, on a quand même 30 milliards de plus de free cash flow que de dividendes, que de bénéfices nets, pardon. C'est relativement élevé. Alors, est-ce qu'on est BFR négatif? Oui. Est-ce que la variation du BFR est toujours favorable? Elle s'est un peu dégradée quand même depuis 2023. Mais bon, hein, sur 10 ans, c'est quand même 10 milliards 500 millions de variations favorables du BFR. Donc, aucun problème. Orange fait financer son activité par ses clients. Donc, c'est excellent. Les clients, sont des particuliers ou les entreprises, évidemment. Mais donc, ils payent avant que Orange doive payer ses fournisseurs. Et il n'y a pas de stock, hein, sur cette activité. Donc, très bien. Bon positionnement à la chaîne de valeur. Ensuite, au niveau des dépréciations amortissements, on va laisser ça. Hop. Dans la dépense en capital et des éléments non cash, quand même une dépense en capital qui reste importante. 296 milliards sur le 10 ans. Par rapport aux dépréciations et amortissements, en fait, on est quand même au-dessus, hein. Donc ça impacte les free cash flow. En revanche, il y a 26 milliards de other cash items. Donc je ne sais pas de quoi il s'agit. Il faut aller regarder dans un tableau de trésorerie. Et il y a aussi une partie, il manque une partie qui n'explique pas pourquoi est-ce que les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets là-dedans. Bon, donc du coup, il faut aller dans les tableaux de flux de trésorerie pour comprendre ce qui se passe.
de toute façon, traditionnellement, les télécoms, hein, ce sont des entreprises qui ont des free cash flow supérieurs aux bénéfices nets, puisqu'elles opèrent dans des secteurs qui sont très matures. Donc, à choisir entre les bénéfices nets et les free cash flow, pour valoriser à Orange, il vaut mieux utiliser les free cash flow. Allez, on va aller regarder la rentabilité opérationnelle. En médiane, c'est 6%. C'est pas très élevé, mais c'est intensif en capital comme business. Donc, en réalité, c'est correct, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est un petit peu baissé quand même, hein, depuis 6 mois là. Hop, c'est pareil que sur les taux de marge, ça baisse, hein. La rentabilité a un petit peu baissé, 4,8%. Donc là, il faut comprendre ce qui se passe, hein. Parce que 4,8%, bon, ça reste supérieur à la croissance organique, sans problème, mais ça, du coup, ça permet de dégager moins de ressources pour l'autofinancement, les rémunérations actionnaires, etc., hein. Donc c'est un peu dommage. Donc il faut comprendre ce qui s'est passé ici en lisant les derniers communiqués financiers. Au niveau de l'endettement, structurellement, les télécoms sont très endettés, mais c'est normal parce qu'elles ont une visibilité très forte sur le cash flow opérationnel. C'est une dépense contrainte, hein, les télécoms. Donc, elles ont des taux d'intérêt attractifs. Elles peuvent supporter un levier jusqu'à 5 fois les l'EBITDA, hein, sans problème. Donc là, on est à 3 fois. C'est sans problème sur l'endettement. Et ça ne monte pas en plus, hein. Donc, c'est plutôt bien. Bon, les l'EBITDA non plus ne montent pas fortement, hein. Là, d'ailleurs, il est plutôt en baisse. On a vu, hein, les taux de marge sont en baisse. Donc, l'EBITDA, lui, il s'investe. Free cash flow, c'est 3 milliards. Donc, on est quand même endetté à 3 fois, à 10 fois les free cash flow, hein. Non, pas, ouais, si, à 10 fois quand même. Donc, bon, la dette est lourde, mais complètement gérable, hein, sans problème pour les télécoms. Au niveau de la rémunération des actionnaires, on est sur 2 milliards 200 millions. Alors, il y avait un dividende en augmentation régulière, plus ou moins régulière depuis 2015. En 2020, on a coupé, comme pas mal d'entreprises, hein, parce que le contexte demandait qu'on coupe le dividende. Ils ont rattrapé ça en le doublant, le dividende, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, en versant un dividende supplémentaire en 2021, et après, ça a repris la trajectoire normale. Donc, bon, ouais, sur un niveau de dividende qui est donc élevé, 2 milliards 200 millions, ça vous donne quand même plus du 5-6%, hein. Et après, on va avoir une augmentation faible, parce qu'en termes de payout ratio, on est quand même à plus de 2 tiers des free cash flow. Donc, ça ne va pas augmenter beaucoup plus que ça. C'est quand même confortable à ce niveau. Il n'y a pas vraiment de rachat d'actions. Le rendement de l'actionnaire nous est calculé à 7%, donc c'est principalement le dividende voilà, qui est complètement confortable, qui est soutenable à ce niveau. Et l'État, étant en capital, il veut évidemment sa part du gâteau. Donc l'État, il a deux moyens, hein. Soit il est dans l'entreprise et il demande des dividendes, soit il régule le marché et il monte les taxes. Bon, là c'est plutôt via le dividende, hein. Dans le secteur de l'énergie, par contre, ils ont fait les deux. Bon, voilà. Au niveau de la rémunération actionnaire, qui est le principal attrait de cette entreprise, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va regarder la valorisation. Bon, maintenant, on est face à une expansion des multiples, hein. Donc pendant quand même 5 ans, on a végété dans une sorte de no man's land de valorisation, en dessous de 5 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, ce qui est très peu cher, mais c'est normal, il n'y a pas beaucoup de croissance. Et puis là, il se passe quelque chose. Donc on a un multiple qui est en expansion. On revient au niveau de 2019. Ça reste pas très cher, hein. 5,8, ça reste pas très cher. Après, bien sûr, pendant la bulle Internet, on s'est payé un peu, il faut que je dézoome un petit peu, hein. Bon, on s'est payé à des multiples exorbitants, évidemment. Mais on va dire, hein, les précédents sommets sur les 20 dernières années hors bulle Internet, c'était 6,7 fois. Bon, en 2016, le marché était à peu près similaire, hein. Alors, il faut que je regarde quand même à quel moment est intervenu Free sur le marché. Peut-être que c'est ça qui a fait baisser un peu le multiple, mais même, on va dire que, allez, en excès, on peut aller jusqu'à 6,7, ce qui vous donne quand même ouais, 15-20% de marge, hein, d'expansion multiple. Plutôt pas mal. On va regarder les comparables. Alors, les comparables qu'on peut regarder en France. Donc, on peut regarder Iliad, s'il est toujours coté en bourse. Je me souviens plus si elle est toujours cotée en bourse. Malheureusement, je crois qu'elle n'est plus en bourse. Et c'est ça, en fait, Iliad a été sorti de la bourse en 2021, ça m'avait échappé. On n'a pas. Après, on peut regarder Altis, qui est d'ailleurs plus coté en bourse. Il n'y a plus SFR non plus, il n'y a pas SFR, qui a été sorti de la bourse également. Et qu'est-ce qui reste? Bouygues, mais on peut regarder Bouygues, mais c'est un conglomérat, donc on n'aura pas la valorisation. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller regarder les entreprises européennes qui sont comparables. Donc, il y a Vodafone, côté en Angleterre, donc au Royaume-Uni. Hop. On peut regarder Deutsche Telekom, évidemment, en Allemagne. Bon, ça nous fait des entreprises comparables. Alors, Deutsche Telekom est quand même bien plus élevé. Ils ont aussi une participation dans
T-Mobile aux États-Unis. Bon, on est entre Vodafone et entre Deutsche Telekom. Deutsche Telekom se paye 6,4 fois. Orange, 5,7. Je pense qu'on peut aller faire une Deutsche Telekom au niveau de la valorisation. Ce qui me donnerait une extension multiple de 20%, 15-20%. Conclusion du dossier Orange. Bon, je ne peux pas investir dans une entreprise avec l'État au capital. Mais sinon, si vous êtes un rentier, vous avez une amélioration d'actionnaire qui est confortable au niveau actuel. Et vous avez une possible augmentation des multiples qui est en train de se produire. Et qui peut aller de manière un peu, bien sûr, hypothétique, jusqu'à 20% d'extension de multiples. Ce qui baissera forcément le rendement de l'action, mais vous aurez de la plus-value en capital. Donc Orange, pourquoi pas? Il se passe quelque chose en tout cas. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.